Bonjour, bienvenue dans Imprima pour une nouvelle semaine en compagnie de Michel Halal Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. Et nous sommes en compagnie de Ange Antoine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commandant de bord pour Air Corsica et on va apprendre à mieux vous découvrir autour de thématiques cette semaine. Première thématique, un moment de vie prédominant. Le problème, c'est que j'ai eu plusieurs vies, donc bon. Mais sur les moments de vie prédominants, c'est la naissance de mes 3 filles, bien entendu. Donc c'est les moments les plus bons moments de ma vie. Après, au niveau professionnel, bien entendu, ça a été mes premiers vols en tant que pilote. J'ai commencé très tôt à voler puisque je suis arrivé à l'Aéroclub de la Corse à Ajaccio. J'avais 15 ans et j'étais breveté à 17 ans, c'est-à-dire que j'avais l'autorisation d'amener des gens en avion alors que je n'avais pas encore l'autorisation de les amener en voiture. Voilà. Voilà, l'administration. Oui. Non, puis je crois que bon, c'est vrai que il y a moins de danger en avion qu'en voiture, donc peut-être que quelque part, ouais. Ça se rejoint un peu. C'est ce qui se dit, mais on a du mal parfois à le croire. Enfin, en tout cas, les gens sont plus anxieux. Ben, c'est sûr, parce que quand on vole dans un avion, on ne sait pas. D'abord, on subit, on est derrière. C'est comme dans une voiture, des fois, on a peur. Quand on conduit, on n'a pas peur, puis quand on est passager, on a peur. Donc, en avion, c'est pareil. Plus la claustrophobie, plus, bien entendu, tous les films catastrophes qui n'ont pas arrangé les choses. C'est comme les gens qui ont peur de se baigner parce qu'ils ont peur de se faire manger par un requin depuis les dents de la mer. Là, c'est pareil. Les films catastrophes aéronautiques qui, bien souvent, en disent n'importe quoi, font peur aux gens. Un exemple, quand les gens me disent si on n'a plus de moteur, on tombe. Je leur explique qu'un avion, il ne vole pas grâce au moteur, mais qu'il vole grâce à ses ailes. Donc, tant qu'on a des ailes, c'est bon. Et donc, dans cette histoire du commandant de bord, est-ce que vous avez une anecdote intéressante? Vous avez rencontré énormément de gens, vous avez transporté des vedettes. Oui, des vedettes, mais ma plus belle rencontre, je dirais, j'étais un jeune pilote dans une autre compagnie, et c'était en 1989, si mes souvenirs sont bons, et ça m'est revenu en mémoire dernièrement parce qu'elle est décédée, c'était Madame Simone Veil. J'ai passé une journée avec elle parce qu'on faisait la tournée pour la campagne électorale. Et à cette occasion, j'ai découvert une grande dame que je connaissais à peine. J'étais jeune, je ne m'intéressais pas trop à la politique. Et j'ai pu discuter avec cette dame. Et je suis tombé sous le charme, mais pas le charme dans le rapport homme-femme, mais dans le charme de l'humain, je dirais, qu'il y avait derrière cette femme. En sachant ce qu'elle avait vécu et le message de paix qu'elle a véhiculé en permanence et avec aucun esprit de vengeance j'avais été vraiment émerveillé par ce personnage, par cet être humain. Ce sont les gens qui souffrent le plus, qui sont bien souvent les plus ouverts. Bien souvent. Voilà. Et dernièrement, c'était pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu l'honneur d'accueillir dans mon avion Madame Christine Lagarde, que je ne connaissais pas, donc je lui ai fait les honneurs de l'avion parce que c'est quand même à peu près le 5e personnage mondial. Et très volontiers, elle a accepté de venir faire le vol en poste, atterrissage à Paris. Donc j'ai pu discuter un peu aussi avec cette dame, et pareil, j'ai découvert un personnage que les médias ne font pas apparaître, une dame sensible. À un moment donné, je lui ai raconté une anecdote sur l'Ukraine, parce que ma femme est ukrainienne, et j'ai vu cette grande dame, 5e personnage mondial, avec les larmes aux yeux, quoi. Donc ça m'a touché, quoi. Je me suis dit, voilà, enfin, il y a peut-être parmi nos dirigeants des gens qui ont quand même encore une petite étincelle humaine dans leur cœur, quoi. Comme quoi, il faut se méfier des médias. Exactement. Et puis finalement, vous avez, avec ces gens, une approche différente, puisqu'on peut dire qu'on est dans un moment un petit peu suspendu, le jeu de mots est peut-être pas très adéquat, mais en tout cas, on est dans un moment finalement, qui est un temps blanc. C'est vrai que ce moment-là, j'ai remarqué, parce que j'ai reçu beaucoup d'autres personnes, que ce soit du showbiz ou du monde politique, et c'est vrai que cette promiscuité à ce moment-là, j'ai remarqué que c'était un moment révélateur. C'est-à-dire que les gens, ils ont du mal à se cacher derrière une image quand ils sont dans l'avion, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'au contraire, ils sont émerveillés.
J'ai eu aussi Jean-Louis Aubert la dernière fois. On aurait dit un gamin dans l'avion, il n'arrêtait pas de prendre des photos, il était tout content. Il chantait, donc j'ai eu un concert privé parce que je n'ai pas pu malheureusement aller à son concert des Insus. Donc c'est vrai que ça peut être un moment révélateur de recevoir des gens dans ce petit poste de pilotage à 10 000 mètres d'altitude. Enchanté, merci. On se retrouve demain à votre compagnie, justement. On va parler de votre métier. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette seconde émission de la semaine en compagnie de Michel Volterra. Bonjour Michel. Et d'Enchantogne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes commandant de bord chez Air Corsica. On a parlé justement un petit peu hier déjà de votre métier. Alors ce métier, c'est une passion ou s'arrête la frontière entre la passion, entre le métier? On va un petit peu plus le découvrir en votre compagnie aujourd'hui. Ça reste une passion. Je crois que si ce n'était pas une passion, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps, quoi. Donc, parce que c'est un métier qui est très contraignant, avec beaucoup de responsabilités, des horaires décalés, et c'est un métier qui est de plus en plus difficile parce qu'on nous met de plus en plus de charges sur les épaules, nous les commandants de bord. Mais il reste le vol, et donc et ça reste une passion, quoi. J'ai eu ça depuis tout petit, donc j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier, et chaque jour je suis bien content d'avoir réussi, d'avoir eu la chance de pouvoir faire de ma passion un métier, quoi. La passion, c'est intéressant. Vous êtes le plus ancien pilote d'Air Corsica, hein, c'est ça. Et en fait, au-delà de la passion, il n'y a pas une sorte d'être blasé. Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus excitants pendant un vol, c'est-à-dire le décollage, l'atterrissage par exemple, la croisière, le vol de croisière, c'est peut-être ennuyeux quelque part? Alors, je dirais déjà que chaque vol est différent. Même si c'est la même étape, même si chaque vol est différent, parce que c'est pas les mêmes problèmes, parce que c'est pas la même météo, parce que ce sont pas les mêmes passagers, parce que ce n'est pas le même équipage, donc parce que c'est pas le même moment de la journée. Donc chaque vol est différent. Ensuite, personnellement, c'est vrai que la croisière, c'est pas mon moment préféré, si ce n'est que bon, on est en haut, très haut, et puis qu'on domine un peu le monde, on commence à apercevoir de là-haut que le monde est unique et qu'il n'y a pas de frontières, et que des fois l'être humain est bien bête de se disputer pour certains trucs, mais sinon non, je me suis jamais ennuyé en vol, jamais. Il y a toujours quelque chose de différent, quelque chose qui arrive, une météo, un passager, une escale, enfin il y a toujours, ça se renouvelle en permanence, donc pas d'ennui là-dessus, quoi. Et quand on est un ancien pilote, est-ce que on est intéressé par l'aventure technologique qui avance doucement? Ça fait partie du métier, en fait, la passion de la technologie, des nouvelles technologies, etc. Ça fait partie du métier. De toute façon, on est en aviation, on est toujours à la pointe justement des nouvelles technologies, et donc on est obligé d'être un peu au courant de ce qui se passe, et puis ça nous intéresse parce que c'est en permanence, c'est une progression, c'est une évolution permanente. Nous les pilotes, tous les 6 mois, on est soumis à des tests, et bon, pas tous les 6 mois les choses changent, mais il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive, qui fait qu'on évolue. Et vous avez deux autres passions en fait. Vous avez la moto et le théâtre. Voilà, la moto, pas n'importe laquelle, la Harley Davidson. Je fais partie d'un club dont je suis le président. Et puis le théâtre, parce que ça j'en avais fait quand j'étais ado, et puis là ça fait une dizaine d'années que je me suis remis, et c'est vraiment 2 autres passions que j'assume entièrement. C'est facile de pouvoir avoir ces 2 passions aussi prenantes à côté quand on fait un métier qui demande un temps... C'est pas toujours facile, d'autant plus que j'ai quand même aussi ma famille à m'occuper, donc ça aussi ça prend du temps. Mais on se débrouille, quoi. On fait comme on peut, hein. Par exemple pour le théâtre, pour la répétition, le reste de la troupe se collait à mon planning pour qu'on puisse répéter tous ensemble, quoi. Voilà. Mais sinon, quand on veut, on peut.
Et justement, est-ce que c'est vital d'avoir d'autres passions parce qu'on sait que finalement, votre métier, à un moment donné, j'imagine qu'il y a un âge limite aussi. Donc de pouvoir après se raccrocher à d'autres passions, c'est aussi important. Oh ben c'est même important en activité parce que ce soit intellectuellement ou physiquement, parce que je fais aussi un peu de sport, bien entendu, pour m'entretenir, c'est une nécessité vitale, je dirais. C'est-à-dire qu'intellectuellement, faire autre chose que ce qu'on fait dans notre métier, physiquement, faire autre chose que ce qu'on fait dans le métier. Et puis la moto, j'adore Harley Davidson, mais pour moi c'est un outil comme l'est l'avion pour aller à la rencontre des gens. Grâce à la moto, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens, quoi. Donc c'est ce qui m'intéresse en fait là-dedans, c'est d'aller au-devant des gens et de rencontrer d'autres personnes dans d'autres pays ou même dans mon propre pays et découvrir de nouvelles pensées, de nouvelles philosophies, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de manger, enfin, des nouveaux plats. Voilà, Saint-Exupéry disait que l'avion était un outil pour que les hommes se rencontrent. C'est vrai pour l'avion et je dis que c'est aussi vrai pour la moto. Enchanté, merci. On se retrouve demain en votre compagnie, toujours sur Alta Frequenza, en compagnie de Michel Lalvolterra. Demain, on va parler de votre actu. À demain, merci. Merci. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Michel Lalvolterra. Bonjour Michel. Bonjour. Et de Enchantoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes commandant de bord à Air Corsica et nous avons appris tout au long de cette semaine déjà à vous découvrir un petit peu mieux. On va parler d'actu. Alors là, récemment, vous avez fait du théâtre. Oui. Vous avez joué une pièce. Oui. Et est-ce que vous allez vous lancer un peu plus ou est-ce que vous avez un projet théâtral un peu plus important ? Oh, plus important, j'ai pas cette prétention. Je fais du théâtre en amateur, même si notre metteur en scène, qui est Corinne Vaucouré, est très exigeante avec nous et qu'elle nous pousse au plus loin qu'elle peut nous pousser. Donc cette année, on a joué Le médecin malgré lui, on doit encore la jouer au moins 2 fois. Vous avez eu 2 dates On n'a pas encore de date pour les 2 prochaines présentations. Enfin, une, elle sera pratiquement privée. En fait, ça sera dans une maison de retraite où travaille une des comédiennes. Donc on va jouer pour les pensionnaires de cette maison de retraite. Et puis la deuxième, ça sera en fait pour essayer d'amener un peu d'argent à l'association Amarido. Donc la recette ira pour l'association, mais on n'a pas encore déterminé ni le lieu ni la date. Et au niveau moto, c'est quoi l'actu ? Alors la moto c'est de rouler. Donc pour aller, comme je disais hier, la rencontre des gens, il faut rouler. Donc là, au mois d'octobre, je pars à Porto. Donc ça va faire à peu près 3500 km aller-retour au départ de Marseille pour l'anniversaire d'un club qui fait partie de la mouvance à laquelle j'appartiens, qui s'appelle les Free Chapters. Et puis on a d'autres projets, mais après ça se monte petit à petit. Par exemple, l'an dernier, on a été en Ukraine. Cette année, on a été en Pologne en début d'année. Donc ça se monte en fait, c'est des opportunités qui se présentent et on décide de partir à 3, 4, 10. On était en Sardaigne, on était 30. Donc voilà quoi. Être motard, c'est une philosophie souvent. Hein. Surtout d'être, nous on se dit biker, c'est encore autre chose pour nous, motards. De toute façon, quand on achète une Harley Davidson, on achète une philosophie de vie avec. On adhère à cette philosophie ou alors on achète autre chose, quoi. On le voit, nous on se retrouve entre passionnés et en Sardaigne, on a fait un rassemblement, nous étions 450 Harley, et donc 530 personnes. Tous les soirs, il y avait les grosses fêtes, avec, comme dans toutes les fêtes, de l'alcool, de la musique, etc. Il n'y a jamais eu un problème, parce qu'on est entre gens qui partageons la même passion, on est là pour faire la fête ensemble, et puis pour se connaître, là, et comme c'est une mouvance qui est internationale, il y avait des Sud-Africains, il y avait des Brésiliens, il y avait des Québécois, il y avait des gens de toute l'Europe, et ça c'est super, quoi. Le dénominateur commun finalement avec vos 3 activités, c'est l'humain. Oui, c'est toujours, dans ma vie j'ai toujours cherché le contact des autres. Aller à la rencontre des autres parce que je m'enrichis de ça en fait. Grâce à toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, chaque fois je me suis enrichi, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert des horizons
Et j'en reviens chaque fois beaucoup plus riche. Finalement, vous êtes un pollueur. Je plaisante, hein, mais parce Oui, que vous non, utilisez des engins qui polluent énormément. Oui. Bon, il faut savoir qu'un avion, ça pollue moins qu'une voiture moyenne par passager. Hein, donc, on s'imagine, c'est vrai, j'en discutais dernièrement avec un ami, il me dit ouais, mais pour aller à Paris, tu consommes 3,5 tonnes. Je dis oui, mais 3,5 tonnes ramenées au kilomètre et aux passagers, ça consomme moins qu'une voiture moyenne gamme avec 4 passagers à bord qui va faire le même nombre de kilomètres. C'est moins qu'un bateau de croisière. Et beaucoup moins qu'un bateau de croisière. Ouais, mais la nature ne calcule pas comme ça. Et je sais. Donc après, il faudra arrêter beaucoup d'activités humaines pour vraiment ne plus polluer, quoi. Hein, donc... Justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, l'avion, ou même dans les années à venir, sera l'avenir de l'homme? Alors, je sais que les constructeurs travaillent sur des propulsions autres qu'avec les fameux hyperloops, c'est oui, ça? Enfin, tout ce qui est pétrole. Mais bon, c'est pas encore gagné, hein, parce que bon, ils ont essayé avec de l'hydrogène, mais l'hydrogène c'est hyper dangereux. Ils ont essayé avec du carburant écolo fait à partir de végétaux. Mais là, on sait que c'est pas écologique parce qu'on va défricher des forêts pour pouvoir faire des tonnes de carburant végétal. Donc, je sais pas quel avenir. Le solaire, on est encore loin. Ou alors aussi faire voler des petits avions, mais ça sera plus du transport de masse à ce moment-là. Donc, je sais pas du tout ce que sera l'avenir. Moi, je pense que d'ici là, je serai à la retraite depuis longtemps, voire même ad patres. Mais l'humanité, demain, sera obligée de trouver de toute façon un moyen, parce que maintenant on est habitué à voyager comme ça, rapidement, loin, et retourner en arrière, ça va être difficile. Enchanté, merci. On se retrouve demain pour notre avant-dernière émission de la semaine sur la thématique culture et tradition, toujours en compagnie de Michel Volterra. À demain, merci, au revoir. Merci. Bonjour, bienvenue dans les Prima, nous sommes jeudi, toujours en compagnie de Michel Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. Et de Ange-Antoine, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes commandant de bord à Aircourt, car on l'a vu aussi, hein, vous êtes biker, parce que vous m'avez dit que motard, c'était pas le terme adéquat. Et puis évidemment aussi acteur amateur, on a parlé de cette pièce réalisée par Corinne Vaucoret, donc le médecin malgré lui. On va justement aujourd'hui parler de culture et tradition, hein, donc selon vous, culture et tradition sont-elles fortement imbriquées? Sont-elles indissociables? Indissociable, non. La culture, ça peut être en effet traditionnel, mais ça peut être aussi une culture moderne. La culture, je crois qu'on n'a pas de frontières à ce niveau-là, quoi. Hein. Donc, il peut y avoir des traditions culturelles, il peut y avoir une culture traditionnelle, il peut y avoir une culture moderne, comme il peut y avoir des traditions nouvelles. Donc non, c'est pas forcément lié pour moi. Non. Mais les traditions sont-elles finalement constitutives d'une culture? Je dirais non. Je pense que les traditions, ce sont des us séculaires qu'on se transmet de génération en génération. La culture, ça s'acquiert au fur et à mesure. Je pense que chaque génération a sa propre culture. Donc, pour moi, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et la culture corse, la tradition corse, c'est quoi pour vous exactement? La tradition corse et la culture corse, alors justement, pour moi, ce sont deux choses différentes. Hein. Je prendrai mon village, Olivèze. Hein. La tradition, c'est la fête patronale, c'est la chasse au sanglier, ce sont des traditions. Après, la culture corse, c'est tout ce qui est, bien entendu, les chants qu'on nous a transmis jusqu'ici ou qu'on redécouvre. Moi, je suis
J'aime beaucoup, par exemple, Jean-Paul Paulette qui a beaucoup travaillé là-dessus en retrouvant des vieux chants corses et en les remettant au goût du jour. Voilà, les traditions, pour moi, c'est plus dans un village, par exemple, je disais, se retrouver pour aller au sanglier, ou la fête patronale du village où on fait la fête ensemble. Pour ceux qui sont croyants, vont prier le saint, le patron du village, et puis voilà quoi. La culture corse d'aujourd'hui, finalement, comment vous la définiriez? Est-ce que c'est une culture qui est en constante évolution? Oui, enfin, elle est en même temps donc traditionnelle, c'est celle qu'on se transmet de génération en génération. Et puis, il y a toute une jeune génération, justement, qui modernise un peu tout ça, ou qui vont chercher dans d'autres pays des styles musicaux, par exemple, et qui vont l'adapter à la couleur locale. Ne fût-ce, par exemple, des groupes de rock qui chantent en Corse. Moi, j'adore ça, parce que j'aime beaucoup le rock. Donc, la tradition et la culture là justement se mélangent à un moment donné. Moi j'aime bien quand la culture n'est pas avec des œillères et ne voit que par un seul bout de la lorgnette, mais qu'on essaie de voir un peu ce qui se fait ailleurs. Mais c'est bien aussi, c'est vrai, de garder certaines traditions. On ne pourra jamais faire des padiels en rock ou voilà, c'est... Vous avez épousé une autre culture, en la personne de votre épouse, qui est ukrainienne. Oui. Est-ce qu'il y a des similitudes entre la Corse et l'Ukraine? Alors, je ne connais pas toute l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est un grand pays. Mais la partie où ma femme est originaire, qui est l'ouest de l'Ukraine, et plus particulièrement les Carpates, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes, surtout dans les petits villages. Petit village de montagne, d'altitude, où il fait froid l'hiver, il fait très chaud l'été. Et j'ai retrouvé certaines communautés avec notre façon de vivre, surtout, quoi, je dirais. C'est, par exemple, pour la langue, on parlait de ce qui est culturel et traditionnel. Bon, la langue corse, pour moi, ça fait partie de la culture corse. Eh bien, dans les Carpates, ils ont une façon de parler l'ukrainien qui est spécifique. Ma femme m'expliquait qu'il y a certains mots qui ne disent que là-bas. Donc, et quand elle est rentrée dans les magasins, le fait qu'elle parlait l'ukrainien local, tout de suite, ça allait beaucoup mieux que si elle avait parlé russe, parce que bon, le russe a été la langue d'occupation, quand même, il ne faut pas l'oublier, et ou l'ukrainien de Kiev. Voilà. Donc il y a beaucoup de similitudes de ce côté-là. Merci beaucoup, Ange Antoine. On se retrouve demain en votre compagnie pour notre dernière émission de la semaine, également en compagnie de Michel Allal-Volterra. Demain, merci. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette dernière émission de la semaine. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Allal-Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. Et de Ange Antoine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commandant de bord à Air Corsica, acteur amateur, mais également biker. On en a parlé tout au long de la semaine. On a appris à mieux vous connaître. Et évidemment, je rappelle que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.corsica en vidéo et en podcast pour découvrir ces thématiques que nous avons évoquées avec vous. Notre dernière thématique de la semaine concerne l'optimisme ou le pessimisme. Êtes-vous optimiste? Je suis optimiste par nature. Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Même si on vit une période où l'optimisme en prend un sacré coup. On vit avec ce qui se passe à travers le monde, entre les extrémistes qui tuent tout le monde, les fous qui gouvernent des pays en faisant exploser des bombes atomiques. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la pollution, on en a parlé cette semaine, le réchauffement climatique. Mais bon, j'ai toujours eu foi dans l'humain, même s'il est capable du pire, je crois qu'il est surtout capable du meilleur. Surtout dans les moments difficiles, et donc je suis de nature optimiste. Est-ce que vous pensez justement qu'actuellement nous traversons ce qu'on peut appeler un moment difficile? Ah oui, très difficile. C'est le moins qu'on puisse dire. Le monde est très instable. L'ennemi
de notre civilisation, je dirais, n'est pas clairement définie. Il y a une partie du monde où on ne sait pas comment ça va évoluer les choses. Avec le jeu des alliances, c'est quand même une sacrée poudrière qui est sous nos pieds. Et oui, en effet, on peut dire que la situation est difficile, mais une fois de plus, j'ai confiance dans l'humain et qu'à un moment donné, il va se passer des choses pour que les choses changent et ne restent pas en l'état, quoi, parce que autrement, bon, il y a de quoi être vraiment pessimiste à ce moment-là. Est-ce que vous avez un espoir à travers l'enseignement, l'éducation ? Je dis souvent que notre seul espoir à limiter là, c'est-à-dire que pour lutter contre l'obscurantisme, pour lutter contre la manipulation des gens, pour lutter contre la propagande de tous bords, le seul rempart, c'est la connaissance. Et la connaissance, ça se fait par... alors j'aime pas le mot éducation nationale, parce que pour moi l'éducation c'est les parents, mais par l'école. Voilà. Donc plus on va apprendre à nos jeunes à devenir leurs propres juges, et mieux le monde s'en portera. Je pense toujours, je ne sais plus qui avait dit ça, que l'homme était le matin un enfant, à midi un homme, et puis le soir un lion. Moi, c'est vers ça que j'essaie de pousser mes propres enfants, c'est-à-dire d'apprendre tout ce qu'ils peuvent apprendre et après, à la fin, se faire leur propre opinion et prendre leurs propres décisions. Est-ce que ce n'est pas paradoxal finalement qu'aujourd'hui on puisse s'instruire, qu'on ait des canaux d'information qui sont énormes, qui n'existaient pas jusque-là? On peut avoir des informations quasi instantanées, on peut avoir accès à toutes sortes d'ouvrages via Internet, à toutes sortes de connaissances, etc. Et que finalement on s'aperçoit aujourd'hui que ces connaissances, si elles sont mal employées, elles peuvent être aussi dangereuses. Alors moi, je ne suis pas sûr qu'on ait plus de connaissannes par Internet, qu'on ait plus d'informations. En tout cas, je pense qu'on a beaucoup de désinformation également, de tous bords. Je ne veux pas mettre les uns contre les autres, mais de tous bords, il y a des fausses informations, beaucoup de calomnies, beaucoup de... Mais une fois que c'est fait, que le mal est fait, c'est fait. Et les gens, en plus, ce qui me désole le plus finalement, c'est que justement, on parlait de l'indépendance d'esprit, c'est que les gens prennent tout ça pour argent comptant. Donc ce qui est marqué sur certains réseaux sociaux, c'est la vérité. Donc il y a la blague qui est sortie, je ne sais pas si vous connaissez, le gars qui passe un entretien d'embauche et il dit « Ah, je vois que vous êtes spécialiste en sport, spécialiste en politique, spécialiste en économie, et vous avez des diplômes ?» Il dit ben, « j'ai ma page Facebook. » Donc je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on en est réduit là et que les gens ne sont pas arbitres de leurs pensées, mais qu'on leur dise de quoi penser. Merci beaucoup Ange-Antoine d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Évidemment, je rappelle que l'ensemble des émissions disponibles sur le www.alta-frequenza.coursica. Merci beaucoup Michel. Au revoir. Merci à vous.